Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous rejoindre pour cet échange avec le public après l'émission enregistrée à la Fondation Jan Michalski, Fondation Jan Michalski, où nous sommes toujours. Et c'est avec le public qui est venu à cette fondation que nous allons prolonger l'émission que nous avons diffusée dimanche et que nous avons consacrée au deuxième tour, ce deuxième tour riche au moins autant en questions. Et sans plus attendre, je propose à la première intervention du public de s'exprimer. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, merci. En fait, je voudrais savoir si vous pourriez rebondir ou creuser un scénario qu'a évoqué Madame Niesotto, qui serait non pas qu'aux législatives, un parti ait la majorité absolue, mais plutôt qu'on se trouve dans une configuration où vous avez trois partis qui ont donc les Insoumis, le Rassemblement national et En Marche, et une représentation très importante sans seul obtenir la majorité. Et voir éventuellement une situation où vous auriez En Marche qui serait deuxième ou troisième dans cette configuration. Et dans ce cas-là, ça me semble quand même très compliqué de former un gouvernement et de choisir un Premier ministre qui serait du même parti que le président élu. Mais Nicole Niesotto, puisque c'est vous qui avez suscité cette question... Donc, c'est une vraie inquiétude, mais évidemment, je ne sais pas comment le président la réglerait. Je crois que ce n'est pas le scénario le plus probable, mais ce n'est pas du tout un scénario impossible. D'abord, il faut bien voir comment est l'Assemblée aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a une grosse majorité, même si elle a beaucoup diminué avec le temps, de députés de La République En Marche. Ils sont à peu près 270, je crois, alors qu'ils étaient plus de 300 au départ. Et puis, il y a une centaine de députés républicains et une trentaine de socialistes. Donc, ça ne paraît pas le plus probable des scénarios, mais... Malgré tout, je crois qu'on ne peut pas évacuer ce scénario de 4e République. Pourquoi ça empêcherait le président? Si chacun des groupes, parce qu'il y a aussi les Verts, enfin, il y a aussi un émiettement, il y aura un émiettement de tous les votes, les Républicains, vous n'avez pas cité, donc pourquoi ça empêcherait le président de la République? Au contraire, je trouve que dans ce scénario-là, il a tout intérêt à prendre un Premier ministre de sa couleur. Alors qu'en cohabitation, si la gauche ou l'extrême droite arrivait en majorité, il serait obligé de prendre un Premier ministre de la couleur des autres. Là, avec des groupes politiques équivalents, il pourrait prendre effectivement un Premier ministre de son camp, et peut-être que pour lui, ce serait un scénario plus favorable que le scénario de la cohabitation, que moi, malgré tout, je n'évacue pas totalement. Il reste plus d'un mois, il reste un mois et demi. Oui, c'est ça, un mois et demi de campagne électorale. Il peut se passer beaucoup de choses, pas seulement en France, mais surtout à l'extérieur, en particulier dans l'évolution de la guerre en Ukraine. Personne ne sait comment les Français vont réagir à ça. Et donc, moi, je n'exclus pas du tout que les législatives se passent dans un climat beaucoup plus survolté et moins apaisé que le rêve Lionel Zinsou. Lucille Schmitt. Oui, il se trouve que j'ai été plusieurs fois candidate aux législatives à gauche et en fait, votre question m'inspire plusieurs choses. D'abord, imaginez déjà le scénario prospectif, c'est compliqué aujourd'hui parce que comme vous l'avez peut-être vu, il y a déjà plusieurs scénarios avant même qu'on arrive aux législatives. C'est-à-dire que il y a le scénario où la droite arrive à empêcher l'hémorragie vers En Marche, alors même qu'aujourd'hui, beaucoup d'élus de terrain ont déjà rallié en fait la majorité présidentielle. Là, il y a la question de faire alliance avec l'extrême droite, qui a été par exemple évoquée par les partisans d'Éric Zemmour. Et donc on voit bien qu'il y a des scénarios différents entre une droite qui arriverait à éviter l'hémorragie, soit vers l'extrême droite, soit vers En Marche, qui dans ce cas-là arriverait à avoir un nombre de députés correct. Mais aujourd'hui, ils sont écartelés, et ça explique d'ailleurs que la même chose que ce qui est arrivé à Valérie Pécresse risque de se produire par rapport aux députés. La deuxième chose qu'il faut quand même dire par rapport à la question de Jean-Luc Mélenchon, c'est que
l'électorat, ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, sont extrêmement composites. L'idée, c'était au fond de montrer à Emmanuel Macron que la gauche n'était pas morte. Et à l'évidence, ça a siphonné, si je puis dire, l'électorat d'Yannick Jadot, alors même que la question environnementale est une question aujourd'hui très structurante, me semble-t-il, dans le champ politique. Et c'est aussi pour ça qu'Emmanuel Macron dit qu'il va mettre 2 vice-premiers ministres sur les questions environnementales. Et donc, Jean-Luc Mélenchon qui dit qu'il veut être élu Premier ministre, c'est quelque chose qui d'abord ne correspond pas aux institutions et qui ensuite ne correspond pas, en quelque sorte, à l'union qu'il a besoin de faire, c'est-à-dire une union où il y ait des écologistes et des socialistes. Et il y a une chose, moi, qui m'a toujours frappée lorsque je me présentais aux élections législatives, c'est que c'est une élection mixte. Elle est à la fois nationale et territoriale. C'est-à-dire que tout dépend du territoire dans lequel vous vous situez, si vous êtes connu ou pas. Ça a été amoindri par le fait qu'il n'y a plus de cumul des mandats, et notamment, on l'a vu, parce que les députés élus pour La République En Marche sont des inconnus sur leur territoire. Mais si jamais, par exemple, la gauche et la droite arrivent à mettre en face des députés En Marche, des personnalités, et que les gens regardent le profil de ceux qui se présentent, on peut avoir des surprises importantes. La troisième chose qu'il faut dire, c'est que le Rassemblement national, là-dedans, souffrira d'Éric Zemmour, qui certes avait 7%, comme l'a rappelé Lionel, mais qui déjà a dit qu'il voulait faire une stratégie radicalement différente de celle de Marine Le Pen. Donc on est dans une situation où la question des blocs pour la présidentielle se pose assez différemment pour les législatives. Et dernier point peut-être important, c'est que le taux d'abstention en général aux législatives est beaucoup plus élevé qu'à la présidentielle. Alors certes, il a été élevé là, il a été pratiquement de 30% à la présidentielle, mais je rappelle qu'en 2017, il y avait un taux d'abstention de 50% aux législatives. Donc ça fait des choses très différentes. C'est-à-dire que ça veut dire que l'élection peut être beaucoup plus locale quand il y a 50% de taux d'abstention. Elle ne l'avait pas été parce qu'il y avait un enthousiasme pour Emmanuel Macron et au fond, les inconnus. Vous savez, il faut se rappeler en 2017 ce qu'était la législative. Il y avait en fait des affiches où il y avait une grosse photo d'Emmanuel Macron aux élections législatives partout en France et on a voté en majorité en France pour, au fond, les inconnus qui allaient accompagner l'inconnu qui avait été élu président. Là, on est dans une situation extrêmement différente et je pense que tout dépendra de la façon dont, dans le mois et demi qui a été évoqué par Nicole, les différents camps vont réussir à apparaître unis et porter un projet cohérent, alors même que le projet pour l'instant politique qui est porté apparaît complètement flou. Lionel Zinsou. Oui, les institutions sont quand même assez robustes. Il y a eu une situation assez proche quand François Mitterrand a été réélu pour son 2e septennat avec 54% des voix. Et il avait dit qu'il souhaitait une majorité, mais pas excessive. Et il a été entendu puisque, en réalité, il y a eu une majorité relative. Les socialistes étaient en dessous de la majorité. Il fallait un appoint des communistes, mais qui étaient à l'époque plutôt dans l'opposition. Et donc, il a fallu faire des majorités par vote. Alors, c'était pas la 4e République, parce que, au fond, on est dans un parlementarisme rationalisé. C'est le gouvernement qui est maître de l'ordre du jour. Il n'y a pas de possibilité de renverser le gouvernement aisément. On n'a pas de motion de confiance à obtenir. Donc, les institutions ont été faites pour être, y compris praticables, avec des majorités relatives. Notez aussi que les Républicains ont dit qu'ils voulaient garder opération de survie, ils voulaient garder leur identité, mais qu'ils voteraient les textes qui leur paraissent très convenables. Notez également que Yannick Jadot, préparant le fait qu'il ne veut pas y avoir d'accord avec Mélenchon, puisqu'il y a un divorce total sur l'essentiel du programme, notamment sur l'Europe, a dit que, naturellement, si le président était plus écologiste qu'il ne l'avait été, il voterait les textes et les réformes. Donc, on peut construire dans ces institutions de façon assez robuste des majorités d'idées, projet par projet. Et c'est ce qu'a fait Michel Rocard en faisant passer des réformes considérables, notamment en matière fiscale et autres, avec beaucoup de talent. Donc, ça sera pas le chaos. Et puis, de toute façon, ça n'aura pas lieu, hein. Je vous renvoie aux arguments précédents. Ça n'aura absolument pas lieu. Que Jean-Louis Bourlanges n'est pas là, mais il a l'habitude de dire que la bonne façon d'être élu quand il s'agit d'élections locales, c'est d'être le sortant. Vous avez beaucoup de sortants. Il y a des sortants républicains très sages qui vont rejoindre Horizon. Il y a beaucoup de sortants socialistes dans le petit nombre des socialistes
qui vont eux aussi réfléchir à la survie, ça n'existera pas. Mais votre question est une anticipation de 2027 et je vous en remercie de ça. Monsieur. Oui, merci. J'ai une question pour Monsieur Zinzou. Vous évoquiez le centrisme de Monsieur le Président de la République, Monsieur Emmanuel Macron. Ne serait-il pas, ayant vu effectivement que finalement un Français sur deux, si on regarde les résultats, les fameux chiffres dont vous parliez avant, Madame Le Pen, plus de 20%, Monsieur Mélenchon, plus de 20%, Monsieur Zemmour, 7%. En gros, on arrive finalement à un Français sur deux, à 50% de gens qui ont voté aux extrêmes, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ne pourrions-nous pas imaginer que le président, qui est un centriste, vous l'avez évoqué, qu'on puisse imaginer un nouveau compromis, ou pas un nouveau, mais un compromis républicain sur le même modèle finalement que le fameux compromis helvétique. On en parle un peu quelquefois dans la presse ces derniers jours. Lionel Zinsou. Puis après tout, quand on est à moitié helvétique, comme vous nous l'avez révélé tout à l'heure, moi, je partage plutôt la théorie de Richard. Il n'y a pas, dans le vote de 23% au premier tour, il n'y a pas que de l'extrême droite. Il y a vraiment des électeurs de François Fillon, catholiques pratiquants, qui ne partagent pas les valeurs de l'extrême droite. Donc, vous dites, d'ailleurs, un grand sondeur, Jérôme Jaffray, grand politologue français, dit la même chose que vous. Il dit c'est très troublant. Il y a 56% de Français, quand on additionne les premiers tours, qui sont devenus des extrémistes. Moi, je ne crois pas du tout à cette thèse. Je pense qu'il y a évidemment eu un vote utile. Et c'est encore beaucoup plus frappant pour M. Mélenchon. Pour M. Mélenchon, il a passé l'année, il est en campagne depuis longtemps, l'année à entre 8 et 12%, et le rallye des 6 dernières semaines lui apporte des écologistes, Madame Taubira, Madame Ségolène Royal, etc., qui, par toute son histoire, et Madame Christiane Taubira, on ne sort pas, même de Guyane, pour sauter dans l'extrémisme. Je veux dire, l'extrémisme saisissant les radicaux de gauche, si vous voulez, ça n'existe pas. Donc, et on appelle juste à ce qu'il y ait un vrai débat de deuxième tour. Donc non, je ne crois pas qu'on ait besoin de faire des compromis compliqués ou des compromis helvétiques dans lesquels on est prêt à faire du chemin avec tel extrême, parce que ça ne se pose pas comme ça, parce qu'il n'y a pas 50 ou 56% d'extrémistes. Croyez-en, le meilleur, et celui qui a le plus d'empathie parmi les politologues pour ce qui est de la sociologie politique française, je veux dire Richard Verly. Auquel je vais, grâce à cette transition habile, passer la parole. Bon, d'abord, le compromis helvétique, pour nos amis français, il faudrait quand même le définir. Si vous parlez du compromis qu'incarne le Conseil fédéral, vous savez tous ici qu'il y a 2 sièges au Conseil fédéral qui sont à des membres de l'UDC, et l'UDC, voilà, l'UDC qui en France, alors on pourrait s'interroger, est-ce que les commentateurs français, s'ils avaient affaire à l'UDC, le qualifieraient de droite dure, de droite radicale ou d'extrême droite? Très franchement, j'ai tendance à penser qu'il serait qualifié en France d'extrême droite. Il l'est d'ailleurs en Suisse, mais pas toujours. Donc, est-ce que c'est de ce compromis-là que vous parlez? Si c'est de ce compromis-là que vous parlez, c'est-à-dire la capacité d'Emmanuel Macron à mener une coalition qui irait jusqu'à cette extrême droite-là, je ne le crois pas. Je ne crois pas que ce soit à l'ordre du jour, et je ne vois pas pour l'instant de leader politique français qui assumerait l'idée que sur la base des suffrages recueillis, qui finalement n'est pas très différent en France et en Suisse, entre 30 et 35% de l'électorat, on accorde une place au gouvernement à l'extrême droite. Donc par contre, je pense que c'est beaucoup plus flou et ouvert du côté de Jean-Luc Mélenchon. Et là, alors il se trouve que moi j'ai écrit une chronique où je posais la question, et si Emmanuel Macron tendait la main à Jean-Luc Mélenchon, c'est beaucoup plus ouvert pour 2 raisons, me semble-t-il. C'est parce que, d'abord, l'alliance, la coalition qui s'est engouffrée derrière Jean-Luc Mélenchon au point de lui donner 22% des voix, elle est beaucoup plus variée,
et elle inclut pas mal de sociodémocrates, d'écologistes, bref, on ne peut pas dire que ces 22% sont des 22% extrémistes de gauche ou de gauche radicale. Moi, c'est le terme que j'emploie en général pour désigner Jean-Luc Mélenchon, je dis leader de la gauche radicale. Donc là, ça me semble plus ouvert, et surtout, parce que s'il y a une chose pour l'instant sur laquelle tous les commentateurs, les observateurs et ceux qui le connaissent bien sont d'accord, c'est que Jean-Luc Mélenchon est un républicain. C'est même, pourrait-on dire peut-être, un grand républicain, et que c'est sans doute l'héritage qu'il veut laisser, outre le fait éventuellement d'être élu Premier ministre. Donc, de ce côté-ci du spectre politique, je vois des possibilités de grandes coalitions, de compromis, disons, helvétiques. De l'autre côté, je dirais, ce compromis helvétique-là, qui est le nôtre, je ne le vois pas se dérouler en France. Nicole Nisotto. Juste un commentaire sur l'assimilation entre Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon comme extrémistes. Moi, je pense que c'est une grave erreur politique. Et Richard vient de le dire, il y a quelqu'un qui est très républicain, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui respecte l'état de droit, qui est complètement fou et délirant en politique étrangère, avec un amour pour le Venezuela, pour Maduro, pour Poutine, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est très condamnable. C'est pas un extrémisme, c'est une position condamnable. Mais sur le plan de la politique intérieure, ça n'est pas du tout un extrémisme. C'est quelqu'un qui représente une demande sociale. Extrême, mais une demande sociale républicaine défendant l'état de droit. Madame Le Pen est une extrémiste d'extrême droite, elle ne respectera pas l'état de droit avec l'idée d'évacuer tous les musulmans, d'arrêter le regroupement familial, etc. etc. Et donc je suis absolument contre l'assimilation entre ces deux extrémistes, ce qui donne effectivement au vote Marine Le Pen toute la gravité que je lui accorde. Mais moi je suis absolument convaincue qu'il peut y avoir entre le Parti socialiste, les Verts, les communistes, parce qu'on l'oublie aussi de Monsieur Roussel, et même une partie des Républicains, une alliance à gauche, simplement pour obliger Emmanuel Macron à avoir une petite fibre sociale, qui est son seule erreur. Il n'a aucune fibre sociale. Monsieur. Oui, merci beaucoup. Il me semble qu'une partie des difficultés difficulté démocratique ou de déficit démocratique que la France connaît est liée à deux défauts de notre système, même si il a prouvé sa stabilité. La première chose, c'est le couplage des législatives immédiatement après la présidentielle. Et la deuxième, c'est lancinant problème de la faut-il introduire la proportionnelle et si oui, à quelle dose? Je voudrais savoir laquelle de ces deux réformes, dans le sens d'une meilleure vie démocratique, serait envisageable et à court terme. Lucille Schmitt. Oui, moi je me rappelle quand Lionel Jospin était Premier ministre, l'erreur fatale qu'il a commise d'inverser le calendrier électoral. Vous vous rappelez, c'était un bon Premier ministre, me semble-t-il, et les législatives étaient prévues en premier. Il a inversé, à la demande d'ailleurs de son directeur de cabinet, Olivier Schramek, le calendrier, et il a complètement loupé sa campagne présidentielle. Et il y a eu donc ce traumatisme de l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle en 2002. Donc moi, je crois que cette question d'inversion du calendrier, ce serait très intéressant de le faire. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les députés et le fait qu'au fond, les sortants, je crois que c'est Lionel qui disait ça, les sortants seraient réélus. Moi, je reste très sceptique au sens où, par ailleurs, on a supprimé, comme je le rappelais, le cumul des mandats. Avant, il y avait beaucoup de députés maires et le fait d'être assis localement permettait d'assumer ce caractère mixte, en fait, d'une élection qui est à la fois enracinée dans le territoire et nationale, même s'il n'y a pas de mandat impératif. Mais en tout cas, je crois que l'inversion du calendrier serait excellente. Après, il y a aussi une troisième solution. On peut aussi parler de la proportionnelle. Vous vous rappelez que pendant longtemps, le mandat du président de la République était de 7 ans. Aujourd'hui, c'est 5 ans, 2 fois non renouvelables. Et il y a cette question d'avoir mis la même durée qui a accentué le présidentialisme. Sur la question de la proportionnelle, c'est une promesse maintes fois faite et jamais tenue, avec toujours l'argument que dans la 4e République, la proportionnelle avait conduit à une extrême instabilité. Moi, je crois qu'une dose, comme on dit, de proportionnelle serait très intéressante.
en supposant, je le rappelle, que la proportionnelle, ça fonctionne quand on a des partis politiques forts. Par exemple, ça fonctionne bien en Allemagne, où on a des partis politiques avec de la discipline politique et avec une culture qui est moins celle de l'homme providentiel qu'en France. Est-ce que la proportionnelle réussirait à fonctionner dans un système français où, en fait, les partis politiques sont aujourd'hui complètement décomposés? C'est une question, me semble-t-il, ouverte. En tout cas, c'est une demande assez forte portée à la fois par les écologistes, les centristes de François Bayrou, de longue date, et ça conduirait peut-être à avoir un geste par rapport à un dialogue qui est aujourd'hui complètement rompu entre ceux qui représentent et les électeurs. Lionel Zinsou. Oui, non, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Lucille, mais il ne faut pas croire nécessairement que c'est un tabou, cette idée de... Il y a d'abord les présidentielles, ensuite les législatives, parce que le président de la République a la faculté de dissoudre l'Assemblée nationale, et donc, comme ça a été fait en 97, Jacques Chirac a réduit son septennat de l'époque à un mandat de 2 ans. Bon, n'importe quel président peut faire ça, et on peut tout à fait changer cela. Et puis, il y a eu plusieurs... alors, c'est un peu un emprunt à une idée d'un petit groupe d'influence politique, les GRAC, qui proposait de revenir au septennat, et il y a eu des adhésions. Notamment, le président de la République a dit que ça se regardait, il va y avoir une commission importante, citoyenne, pour la réflexion sur les institutions, un septennat et un découplage de l'Assemblée des élections législatives pour arriver à quelque chose comme le midterms à l'américaine, où le président est soit, au fond, sanctionné, soit, au contraire, consacré aux midterms. Donc oui, on peut jouer avec cette question du couplage un peu toxique entre les deux élections. Monsieur, je vous vois mal, mais je vous devine. Il y a quelques semaines, nous entendions ici Laurent Godet qui nous donnait son texte « Nous, l'Europe ». Et pour un citoyen suisse, c'est un très très beau texte. Et je suis un petit peu étonné de ne pas vous avoir beaucoup entendu parler de l'effet Europe dans cette campagne et surtout dans cette dernière votation, quand bien même au Champ de Mars, les drapeaux européens, la 7e symphonie, la 9e symphonie, enfin bref, vous avez parlé des risques des anti-européens au vote des législatives européennes dans 2 ans. Mais j'aurais bien voulu vous entendre un tout petit peu plus sur ce point-là. Merci. Monsieur, c'est une règle en général qui suit toutes les émissions, toutes les conversations, tous les enregistrements, qui est que on est très étonné de ne pas avoir entendu parler de tel ou tel élément. Par conséquent, ça m'a d'ailleurs souvent fait dire ou rappeler que la radio, c'est l'école de la frustration. Il n'en reste pas moins qu'il y a dans votre question de quoi rebondir. Et je propose Nicole qui est... Oui, non, mais vous avez raison, monsieur, parce que c'est tellement un soulagement que personne n'en parle. Mais moi, j'ai beaucoup regardé donc toute la presse européenne à la suite des élections et c'est à peu près, c'est assez intéressant d'ailleurs. La presse européenne titrait un peu comme la presse française. Ouf, c'est un soulagement. Donc Marine Le Pen, pour cette fois encore, ne sera pas présidente de la République. Mais tout de suite après arrivaient les interrogations, les inquiétudes. Est-ce qu'il va changer? Est-ce qu'il va arriver à gouverner, etc. Donc ça, c'est pour la réaction. Mais je parle sous le contrôle de Richard et de ses collègues. Je crois qu'il y a que la presse américaine qui ne manifeste aucune inquiétude. Dans ce que j'ai lu, en tout cas, la presse américaine est 100% contente de l'élection d'Emmanuel Macron parce que les États-Unis mettaient, enfin le Washington Post notamment, met en avant uniquement le fait que ça n'est pas une alliée de Poutine qui ait gagné les élections en France, l'Amérique étant aujourd'hui obsédée par la guerre en Ukraine. Maintenant, pour l'Europe, c'est évident que c'est c'est la meilleure des nouvelles possibles. Emmanuel Macron est le seul président qui avait fait en 2017 de l'Europe
son thème essentiel de campagne. Il l'a pas fait beaucoup dans cette deuxième élection. Je crois que l'Europe a été très très peu dans la campagne électorale parce qu'il était en présidence de l'Europe lui-même et que donc son action peut-être valait campagne électorale. Mais c'est évident que c'est un immense soulagement pour les Européens et que mais dans une Europe qui est complètement différente de ce qu'elle était il y a 5 ans, de ce qu'elle était même il y a 6 mois, à cause de la guerre en Ukraine. Et aujourd'hui, on a une Europe où il y a un maillon faible qui est devenu l'Allemagne, à cause de ses 3 dépendances, vis-à-vis de la Chine pour le commerce, vis-à-vis de la Russie pour son gaz, vis-à-vis de l'Amérique pour sa défense et maintenant pour son gaz également. Donc un pays qui était leader, qui devient un maillon faible, d'ailleurs critiqué par la Pologne qui se croit devenir le leader de l'Europe, et une France qui, elle aussi, malgré la présidence française de l'Union européenne, est un tout petit peu sur la touche, parce que la politique qu'a menée Emmanuel Macron et que personnellement je soutiens, qui est cette politique d'essayer malgré tout de maintenir un dialogue stratégique avec la Russie, cette politique est très critiquée par les partenaires européens et par les États-Unis. Et donc on a une Europe où les 2 leaders traditionnels, le couple franco-allemand, sont aujourd'hui 2 leaders, je dirais pas marginalisés, mais un peu délégitimés aux yeux de nos partenaires. Et donc ça va être difficile pour Emmanuel Macron. Richard Verly. Une phrase déjà juste pour revenir en arrière sur la question institutionnelle et la proportionnelle. N'oublions pas quand même qu'il y a dans tous les sondages une demande des Français, c'est celui de démocratie directe. C'est une demande récurrente. Les gens, les Français, veulent pouvoir participer, voter, s'exprimer et que leurs envies soient entendues et appliquées. Sur l'Europe, moi, il y a 2 enseignements que je tire de cette élection. D'abord, un enseignement qui ici devrait nous faire raisonner dans le cadre de notre débat européen, relativement ésotérique, vous le concéderez, c'est qu'on peut gagner une élection sur l'Europe. On peut gagner une élection sur l'Europe. Et dans ce pays, je crois qu'il faut le dire. C'est important quand on voit que nous, on n'est même pas capable de formuler un plan B à peu près crédible pour négocier avec Bruxelles un accord de partenariat, alors que nous savons pertinemment que l'Union européenne est notre partenaire incontournable à tout point de vue. Ça ne se discute même pas, c'est l'évidence. Donc là, il y a la preuve, Emmanuel Macron l'a apporté avec éclat, qu'on peut gagner une élection sur l'Europe. Je rappelle qu'il y en a en Suisse qui ont été gagnées des votations, notamment Schengen en 2008 par exemple. L'autre chose, c'est que les électeurs ont compris que Madame Le Pen, pas tous les électeurs, mais une part importante des électeurs ont compris que Madame Le Pen mentait. Parce que ce que faisait Madame Le Pen à propos de l'Europe, c'était mentir. C'était dire je peux garder l'Union européenne et la transformer moi-même, parce qu'elle disait je toujours. Je peux transformer l'Union européenne, je peux cesser les coopérations avec l'Allemagne, mais ça n'aura aucune incidence sur l'euro et je conserverai l'euro. C'était, il faut bien le dire, des mensonges. Et donc, il y a une capacité des électeurs aujourd'hui à débusquer ce genre de mensonges. Et à titre personnel, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Lucille Schmitt. Oui, moi j'avais envie de dire une chose, c'est que les élections européennes pendant son premier mandat ont été pour Emmanuel Macron des élections qui ont été, la liste En Marche a été 2e après le RN, c'était une victoire, c'est-à-dire qu'il s'est engagé personnellement, et je rappelle, c'est les seules élections pendant son mandat qui ont été gagnées par En Marche. Donc il y a quelque chose autour de l'Europe qu'il a installé dans le champ français, et c'est le seul président de la République française de longue date qui, au fond, fait de cette élection européenne une élection fondamentale. Je rappelle que c'est aussi grâce à Emmanuel Macron et à qu'Ursula von der Leyen et à Angela Merkel qu'Ursula von der Leyen est devenue présidente de la Commission européenne. Il a été faiseur de reine, si je puis dire, de la présidente de la Commission européenne. Il a installé dans le champ politique français le champ politique européen, et ça, c'est un apport. S'il y a quelque chose que je reconnais à Emmanuel Macron, c'est ça. La deuxième chose qu'il faut dire, et ça a été évoqué tout à l'heure par Lionel Zinsou, c'est que il y a dans les législatives qui viennent un sujet sur l'Europe qui est en tout cas très prégnant au sein de la gauche. Pourquoi ? Parce que lorsque vous lisiez le programme de Jean-Luc Mélenchon, il disait qu'il fallait pratiquer une sorte d'indiscipline concernant les règles européennes et au fond pratiquer une sorte de politique de la chaise vide. C'est pas lui qui l'a inventé, c'est plutôt le général de Gaulle. Mais en tout cas, il y a l'idée qu'au fond, on peut faire de l'Europe à géométrie variable si ça nous arrange. Il y a aussi Maggie Thatcher qui avait fait ça. Et c'est le principal problème qu'il a avec Yannick Jadot, qui est lui, je trouve parfois un peu un eurobéat.
Parce que quand on lisait le programme porté par Yannick Jadot, on avait l'impression que l'Union européenne pouvait tout faire, ce qui est loin d'être le cas, car il faut évidemment accentuer, je dirais, le réalisme en termes de puissance de l'Union européenne. Mais donc, c'est un désaccord fondamental, et ça jouera un rôle dans la législative sur la capacité de la gauche et des écologistes à s'unir. Par rapport à ce que disait Lionel, moi je me demande s'il n'y a pas quand même une grande partie du Parti écologiste français qui est prêt à être assez facilement mélenchoniste, mais en tout cas Yannick Jadot est tout à fait quelqu'un qui voudra porter l'ambition européenne dans cette législative. Juste pour dire, Lucille, pardon, que les élections européennes de mai 2019 ont été remportées par le Rassemblement national. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que le En Marche avait été deuxième. Oui. L'indiscipline de ce panel devient insupportable. Monsieur, pour la dernière question. Est-ce que vous pensez que le clivage gauche-droite est-il mort? Est-ce qu'on va rester dans un parti de coalition vers les extrêmes, contre les extrêmes? Est-ce que dans un monde, dans 5 ans post-Macron, est-ce que En Marche restera, on va retourner dans un parti classique de gauche et un parti classique de droite? J'ai bien fait de dire que c'était la dernière question. Qu'est-ce que quelqu'un veut saisir un des aspects, Lionel, de cette question vaste? Écoutez, réaliser la coalition qu'on a essayé de décrire. Pour quelqu'un qui n'a pas été l'assistant éditorial de Paul Ricoeur, donc qui n'a pas théorisé ces compromis. Tout à l'heure, c'est Nicole qui disait, ou c'est Richard, oui Richard, c'est un passionné de l'avenir, le président. Mais il était l'assistant du philosophe Paul Ricoeur pour la conception et l'édition d'un livre qui s'appelait quand même Mémoire, la mémoire, l'histoire, l'oubli. Donc il a quand même une culture de l'histoire. Si on n'est pas capable de retrouver quelqu'un qui soit une incarnation de cette coalition, qui est quelque chose qui existe dans la tradition historique. François Mitterrand était capable de concilier, d'avoir des ministres communistes et puis Michel Rocard. Et il a, à un moment donné, dans l'élection de 1974, eu au premier tour jusqu'à 43% des voix, une capacité vraiment de faire l'union de la gauche. C'est commun avec Emmanuel Macron, mais on trouve ça quand même que probablement un par génération, ça va être difficile. Alors dans ce cas-là, la recomposition me paraît assez évidente. La gauche est forte, surtout n'écoutez rien de l'étiage de la gauche, parce que si vous admettez qu'il y a la moitié des électeurs de Macron du premier tour qui sont de gauche, ça fait une gauche à un peu plus de 40%. Il faut arriver à la concilier. On va voir ce qui va se passer aux prochaines législatives. Ça sera probablement un tour de piste, un tour de chauffe. Ça va pas forcément fonctionner. Mais en 2027, vous recomposez assez aisément évidemment post-Mélenchon, c'est-à-dire avec moins d'extrémisme dans la politique étrangère, mais avec les mêmes valeurs républicaines. La gauche est prête à être construite. C'est un petit peu plus compliqué peut-être avec la droite, mais franchement, aujourd'hui, ce qui me frappe dans tous les sondages, de toutes les analyses qu'on fait chez Terra Nova, les Français n'ont aucun problème à se dire de gauche ou de droite. Pas PS, pas LR, mais de gauche ou de droite, et c'est 55-45, et ça se recomposera s'il n'y a pas quelqu'un capable, s'il n'y a pas un clone de M. Macron capable de réconcilier les irréconciliables. Richard Verly. Oui, j'avoue qu'il y a un syndrome dont j'ai peur, c'est le syndrome Obama. Si l'on considère que régulièrement ce qui se passe aux États-Unis arrive en gros 10 ans après en France, eh bien Obama, c'est un peu ce président surnaturel qui marche sur l'eau, qui réussit à se faire élire pendant 2 mandats, et ça finit avec Donald Trump. Donc oui, moi je pense que le vide de fait que va laisser Emmanuel Macron, sauf si durant son second mandat on voit se dessiner des alternatives, mais il y a un vrai risque de vide, et comme la nature a horreur du vide, 3 points de suspension, et Philippe reprend. Lucille Schmid. Sur la question de la gauche et de la droite, Emmanuel Macron avait promis le dépassement, et je crois qu'il a raison de penser qu'il faut dépasser des projets de gauche et de droite qui ne sont pas adaptés au monde tel qu'il est. C'est ce qu'on a découvert avec cette élection présidentielle, c'est-à-dire que la France ne peut pas vivre à l'abri du monde. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on met derrière droite et gauche ?
Et je trouve qu'un des problèmes essentiels, c'est qu'aujourd'hui, les partis politiques et ceux qui font de la politique ne mènent pas cette démarche intellectuelle qui a été peut-être celle d'Emmanuel Macron lorsqu'il assistait Paul Ricoeur. Mais il n'y a pas qu'Emmanuel Macron dans la vie. Je veux dire, c'est que on est en France un pays où il y a des intellectuels. Je pense qu'il y a du côté de la jeunesse sur cette revendication écologique quelque chose de très important et que notamment cette question écologique, elle pose la question de produire ou de moins produire. Et puis, il y a quelque chose autour des institutions. Lorsque vous avez une grande partie des électeurs qui ne se déplacent pas, lorsqu'une grande partie est protestataire, la question, c'est de retrouver la confiance dans les institutions. Cette question des corps intermédiaires est importante, certes, mais l'enjeu, c'est d'abord de savoir si nos institutions sont légitimes. Et en ce sens, la croyance dans les institutions, elle est différente à gauche et à droite. Donc il y a un sujet de contenu et il y a un sujet institutionnel. Et moi, je crois à la différence entre la gauche et la droite, mais je ne crois pas qu'il suffise de dire je suis de gauche ou de droite pour l'incarner. Je crois qu'il y a quelque chose à porter autour du projet et autour des idées. Nicole Nisotto. Oui. Ce qui faisait la différence entre la droite et la gauche depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'était une priorité plus grande donnée à droite au progrès économique et une priorité plus grande donnée à gauche au progrès social. Ce qui, à mon avis, a disparu dans le nouveau monde, la mondialisation dans lequel on est et qui change elle-même tous les 6 mois, c'est cette notion de progrès, et en particulier à gauche. L'idée que le progrès social peut être incarné par des partis de gauche, par un parti de gauche, est devenue totalement inaudible parce que nous sommes entrés dans un monde où c'est plutôt la déconstruction des sociétés qui est en marche dans la mondialisation. Pardonne-moi, c'est pas un jeu de mots. C'est plutôt la déconstruction de la croissance et notamment la nécessité d'une déconstruction de la croissance pour sauver la planète en particulier. Et donc, on est dans un système totalement différent où les idéologies de gauche et de droite n'ont plus vraiment, ne correspondent plus à la réalité. C'est pour ça que moi, je suis plutôt inquiète sur l'avenir de nos démocraties, parce que justement, on ne voit pas quels sont, à part la défense de l'état de droit, mais qui est quelque chose de parfaitement juridique, on ne voit pas quels sont les deux grands rêves que pourraient incarner justement ces partis de droite et de gauche. Et moi, je crains fort plutôt un éparpillement politique qui est proche d'ailleurs de ce que font d'ailleurs les réseaux sociaux, qui individualisent l'ensemble des groupes. Je crains plutôt ça. Et ça, ce serait en faveur d'un homme non pas providentiel comme peut l'être aujourd'hui Emmanuel Macron, mais au contraire comme une catastrophe possible, comme un Trump français ou je ne sais quoi. Laissez-moi vous rappeler que depuis hier, vous pouvez vous reporter au compendium, au compte-rendu analytique de la conversation que nous avons eue dimanche et qui a servi de point de départ à l'échange que nous venons d'avoir avec le public depuis la fondation Jan Michalski, non loin de Lausanne, très exactement à Montrichet, en Suisse, comme vous l'avez compris, au pied du Jura. Fondation Jan Michalski qui se consacre à soutenir les acteurs de l'écrit et à soutenir la pratique de la lecture. Fondation Jan Michalski, que nous remercions de nous avoir accueillis dans cet auditorium, comme nous remercions le public qui vient de nourrir notre conversation par ses questions nombreuses. Merci et peut-être à bientôt.